Dans le débat de France 24, les chefs d'accusation étaient nombreux et lourds. Meurtre, viol, esclavagisme, mutilation, pillage ou encore enrôlement forcé d'enfants soldats. Les crimes commis en Sierra Leone entre 1996 et 2002 que Charles Taylor est coupable d'avoir aidé et encouragé selon le verdict rendu aujourd'hui par le tribunal spécial pour la Sierra Leone. L'ancien président du Libéria était accusé d'avoir mené une campagne de terreur à l'époque où il était un seigneur de guerre en fournissant des armes aux rebelles sierra-léonais du Front révolutionnaire uni en échange de diamants. Une condamnation qualifiée d'historique et dont nous parlons ce soir avec mes invités, Patrick Robert, qui est photographe, qui a couvert et la guerre civile au Libéria et celle qui a eu lieu par la suite en Sierra Leone. On en parlera bien sûr avec vous tout au long du débat. Aussi bien en plateau avec moi, Abdoulaye Tine, qui est avocat au barreau de Paris, mais aussi spécialiste en droit pénal international, puisque vous l'enseignez à Dakar. On parlera donc de toutes les implications que ce jugement a sur la justice internationale. Je voudrais tout d'abord qu'on comprenne un petit peu le personnage. Donc je me tourne vers vous, Patrick Robert, vous qui avez couvert les événements au Libéria. Pour comprendre Charles Taylor, il faut comprendre d'abord d'où il venait, il faut comprendre d'abord ce qui s'est passé au Libéria. Oui, c'est un politicien. Il avait fait partie d'un gouvernement de Samuel Doe, qui était un sergent qui avait fait un coup d'État pour renverser un régime qui était à bout de souffle et qui était issu des esclaves affranchis qui avaient colonisé ce pays depuis 2 siècles, en fait. Au bout de... Très vite, on s'est rendu compte que le régime de Samuel Doe était absolument corrompu, très indéfendable, en fait, un régime totalitaire et ubuesque. Un général a fait un coup d'État, a fait une tentative de coup d'État, et parmi les insurgés qui ont fait ce coup d'État, il y avait Charles Taylor. C'était en 85. Le général Kiwompa, le coup échoue et Kiwompa est exécuté. Taylor s'enfuit aux États-Unis. Pour rattraper Taylor, le président Samuel Doe lance un mandat d'arrêt international en prenant un prétexte qui est détournement de fonds. Bon. Et donc, comme il y a un mandat d'arrêt international contre lui, les Américains l'identifient et l'arrêtent, le mettent en prison. Mais très vite, on se rend compte que le chef d'accusation était un prétexte, et donc les Américains l'ont laissé partir. D'où le fantasme d'une évasion d'une prison américaine, ce qui est vraiment un fantasme, ça n'existe pas. On ne s'évade pas d'une prison fédérale américaine. Donc on lui a ouvert la porte. On lui a ouvert la porte parce que les raisons pour lesquelles il était là n'étaient pas des bonnes raisons. Bon, voilà. Donc, une fois libre, il va au Burkina Faso, où Thomas Sankara venait de faire son coup d'État, qui avait bien réussi, et toute l'Afrique était en admiration devant ce jeune militaire qui avait fait un coup d'État dans son pays. Thomas Sankara, qui était un peu la mascotte de Kadhafi, présente Charles Taylor et apparemment Fodé Sanko à Kadhafi. Donc Kadhafi leur promet de les aider, leur fournissent des armes, une formation militaire relativement succincte, mais un groupe de quelques dizaines de supporters de Taylor, qui formera le corpus de son armée, les chefs de son armée, plus tard, leur armée de rebelles. Et à partir du Burkina Faso, avec ce petit armement, cette poignée d'hommes, ils attaquent le Libéria, en passant par la Côte d'Ivoire, parce que Houphouët-Boigny détestait Samuel Doe, qui avait tué son gendre, enfin une histoire compliquée. Et donc... c'est comme ça qu'avec la complicité d'Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, les rebelles de Charles Taylor peuvent empiéter sur le territoire ivoirien pour attaquer le Libéria. Et là, ils foncent très vite et ils gagnent du terrain et ils sont accueillis comme des libérateurs par la population. C'est important de le dire. Quand Taylor est arrivé au Libéria, c'était un freedom fighter, c'était le libérateur. Et la population le soutenait totalement. Et la population, les ethnies autochtones, en opposition aux descendants des esclaves américains qui avaient peuplé le pays et qui dirigeaient le pays avec beaucoup de laxisme depuis des années. Et surtout aussi contre le groupe ethnique qui était fidèle au président Samuel Doe et que le groupe ethnique largement majoritaire qui soutenait Charles Taylor était en opposition. Donc, Charles Taylor bénéficiait donc de cette masse, de ce soutien des JO et des Mano pour dire
ethnique contre l'ethnie minoritaire du président Samuel Doe, qui était un tyran, un dictateur, et qu'il fallait renverser. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, la communauté internationale, les Américains, les Anglais, les Nigérians, qui étaient alliés avec Samuel Doe, se sont opposés à l'avancée de Taylor. Si on avait laissé faire, Taylor aurait pris le pouvoir très rapidement, dans les 6 mois, et il y aurait eu quelques morts, et puis voilà, il aurait pris le pouvoir, on aurait pu avoir la main sur lui, on aurait pu l'aider. Taylor, à ce moment-là, je l'ai rencontré à ce moment-là, il était plein de bonne volonté. Et il avait un discours qui était un discours très sincère, j'avais l'impression en tout cas. Et évidemment, on l'a bloqué, on a déployé une force d'interposition africaine dirigée par le Nigeria, qui très vite s'est avérée être une soldatesque de plus, exploitant les diamants de son côté, etc. Et on l'a bloqué. Et ce faisant, on a empêché l'émergence d'une solution politique dans ce pays. On a empêché une solution politique, on l'a empêché, mais on n'a rien donné à la place. Et c'est nous, la communauté internationale, qui avons contribué à faire de Taylor ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un chef mafieux, et qui avons fait que cette guerre a duré 13 ans au lieu de durer quelques mois. Et donc un chef de guerre donc, qui ensuite s'est mêlé de ce qui s'est passé au Sierra Leone, qui est devenu un des acteurs importants, c'est le jugement d'aujourd'hui. On va regarder, je vous propose de revenir un petit peu sur l'histoire pour comprendre ce qui lui a permis de passer ensuite, de devenir donc un des acteurs dans la guerre civile en Sierra Leone. 1990, à cette époque, Charles Taylor est chef du Front national patriotique du Libéria. Il souhaite renverser le régime de Samuel Doe. En quelques mois, Taylor annexe 90% du pays. Et pour financer un conflit qui s'annonce long, il exporte sa guerre en Sierra Leone. C'est le début de l'une des plus meurtrières guerres civiles africaines, qui va durer près de 11 ans. Elle commence le 23 mars 1991 avec une attaque d'un district de l'Est, frontalier du Libéria. Une autre attaque dans le sud plonge rapidement le pays dans le conflit. Le gouvernement accuse Taylor d'avoir financé et armé des rebelles du Front révolutionnaire uni. De sa base au Libéria, il aurait ainsi créé et mis en œuvre un plan visant à obtenir le contrôle de la Sierra Leone dans le but d'exploiter ses diamants. Sous son contrôle, les rebelles, souvent drogués, perpétuent les pires exactions. Meurtres, viols, enlèvements, amputation de bras et de jambes. Certains rebelles se livrent même à des actes de cannibalisme. Ils kidnappent également de nombreux enfants de moins de 15 ans. Enrôlés comme soldats dans des unités spéciales, ils deviennent l'unité des petits garçons. En 2006, Charles Taylor est arrêté et livré à la cour spéciale pour la Sierra Leone. Il admet les atrocités, mais refuse d'en être responsable. Abdoulaye Tine, donc, ce qu'on retient de ce jugement d'aujourd'hui, c'est que c'est une première pour la justice internationale depuis Nuremberg, la première fois qu'un ancien chef d'État est trouvé coupable, qu'un verdict est rendu de culpabilité est rendu. Qu'est-ce que ça veut dire pour la justice internationale ? Ça veut dire une grande avancée, c'est une avancée du droit. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est la première fois qu'un chef d'État soit reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Il y a eu le procès de Slobodan Milošević qui s'est achevé dans les conditions dont on sait avec son décès. Et là, donc, par rapport à l'affaire Taylor, donc déjà, cette justice internationale en balbutiement jouait un peu sa crédibilité d'une certaine manière. Pour deux choses. Parce qu'au-delà du fait que, certes, tout à l'heure, il vous a rappelé les fondements sociopolitiques, c'est-à-dire le contexte d'émergence et de prise du pouvoir de Charles Taylor, les ambitions qu'il avait pour son pays, mais il n'en demeure pas moins, il y a quelque chose qui est indéniable. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce conflit a été un des conflits les plus meurtriers du continent. 120 millions de morts. Des meurtres, des viols systématiques, sans compter les amputations et ainsi de suite. Face à cette situation, il fallait quand même que la communauté internationale envoie un message fort à tous les dirigeants de la planète pour leur démontrer une chose très claire, qu'au jour d'aujourd'hui, la société internationale a un certain nombre de valeurs. Ces valeurs, c'est le respect de la vie humaine, de l'intégrité physique, en toutes circonstances et en tout lieu.
Donc, quels que soient les objectifs et les enjeux politiques du moment, que ces hommes d'État qui sont aujourd'hui en place, c'est-à-dire au-delà de Charles Taylor, c'est un message qui est envoyé à tous les dirigeants de la planète, que quelle que soit leur puissance du moment, quelle que soit leur position, s'ils se permettent d'agir en contravention avec les lois internationales, il arrivera un jour où la justice va les rechercher et ils devront rendre des comptes. D'où effectivement le jugement de culpabilité qui reconnaît les 11 points de chefs d'accusation qui ont été retenus. Alors un jugement historique, et justement après ce jugement de culpabilité, plusieurs questions par rapport à ce qui s'est passé dans la salle d'audience tout de suite après à La Haye. Je vous propose de revenir sur la fin de ce jugement, puisque ça a duré 2 heures, et ça s'est terminé comme ceci, regardez. L'audience est suspendue. Excusez-moi, je voudrais dire juste quelque chose avant que l'audience ne soit suspendue. Donc c'était un des juges, un juge sénégalais qui avait voulu intervenir et qui n'a pas pu. Je vous propose de rejoindre tout de suite notre correspondante à La Haye, Florence Maurice, pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Florence, vous avez suivi tout ce qui s'est passé aujourd'hui à La Haye. Que s'est-il passé? Que voulait rajouter ce juge qu'il n'a pas pu rajouter? Oui, alors effectivement, vous l'avez montré, le signal a soudain été coupé. D'après nos informations, nous avons pu nous renseigner auprès d'avocats qui étaient présents durant l'audience. En réalité, les juges principaux ont quitté l'audience, mais ce 4e juge est resté. Il s'agit d'un juge de remplacement et aux personnes encore présentes sur place, il a expliqué qu'il contestait que selon lui, ce jugement était un jugement faussé, partial. Il a même été jusqu'à dire qu'il pouvait remettre en cause l'intégrité de la justice internationale. Merci beaucoup Florence Maurice, on continuera de revenir vers vous pendant le débat. Je vous propose maintenant d'écouter l'avocat de Charles Taylor qui a bien évidemment tenu une conférence de presse et choisi de répondre à ce qui s'était passé aujourd'hui. Franchement, comment les conclusions de cette procédure peuvent-elles être traitées avec si peu de sérieux, surtout quand on entend les commentaires d'un des 4 juges qui a suivi l'enquête depuis le début? Comment ne pas l'entendre alors qu'il n'est pas d'accord avec les 3 autres juges? Sur quelle base, quels faits ou quelles preuves ces conclusions ont-elles été tirées? On what basis, then, in fact or evidence, were those findings found? Abdelatine, on a entendu l'avocat en question. On a failli entendre un des juges qui suit l'affaire tout de même de près depuis le début, qui a suivi le tout de très près. Et d'autres voix s'élèvent aussi pour dire qu'il s'agit ici plutôt d'une décision politique, plus qu'une véritable justice. Oui, souvent c'est ce qu'on dit de la justice pénale internationale. Mais il ne faut pas oublier une chose, donc que la justice en soi, elle n'est nulle part parfaite. Certes, c'est une justice balbutiante, qui a ses imperfections, mais qui a le mérite quand même de vouloir moraliser la société internationale. Aujourd'hui, bien évidemment, j'ai entendu la réaction qu'il y a eu à la suite du délibéré, du prononcé de la culpabilité de M. Taylor. Mais en toute chose, il faut savoir raison garder, parce qu'il y a des procédures qui sont établies par le règlement du tribunal, qui d'ailleurs s'inspire du règlement du tribunal pour le Rwanda. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont la possibilité de faire appel du jugement qui a été rendu aujourd'hui. Ça, on ne le dit pas assez, mais en tant que technicien du droit, on le sait. Donc, ce qui veut dire que la juridiction de première instance qui a rendu sa décision, qui est composée de 2 juges internationaux et d'un juge nommé par le gouvernement sierra-léonais, en deuxième ressort, c'est-à-dire en juridiction d'appel, ils ont la possibilité de contester avec des arguments de fait et de droit ce qui a été rendu. Et peut-être ce sera une bonne tribune de mener un débat judiciaire argumenté et documenté s'il le faut. Patrick Robert, finalement, cette décision soulève plusieurs questions. L'une d'entre elles est ce que ça voudra dire pour l'avenir de la justice internationale. Après tout, Charles Taylor avait été convaincu de quitter le pouvoir en 2003 au Libéria, avait pu s'exiler au Nigeria.
en imaginant qu'il bénéficie d'une sorte d'immunité, d'amnistie. Un deal, on dit d'ailleurs que Robert Mugabe suit de très près ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que finalement, ce jugement, qui est peut-être une bonne chose pour les victimes du conflit en Sierra Leone, n'a-t-il pas des conséquences pour la suite, pour d'autres chefs d'État? Sûrement. C'est l'intérêt. Je comprends que ce soit utile, nécessaire, important de pouvoir mettre cette épée de Damoclès de la justice internationale sur la tête de tous les chefs d'État qui sortiraient des clous, qui auraient des libertés avec la liberté de leur peuple, etc. C'est sûr. Mais ça ne donne pas le droit, pour autant, de dire n'importe quoi, parce qu'on en a un, on l'attrape, on ne le laisse pas filer. Et je pense qu'il y a beaucoup d'accusations qu'on fait à Taylor qui sont, je pense, largement exagérées. Par exemple, le fait qu'il ait soutenu, je ne suis pas un spécialiste du droit moi, mais le fait qu'il ait soutenu, qu'il ait eu un accord avec Fodé Sanko, le chef charismatique du ROUF, qui était lui un vrai criminel, et qui n'avait pas d'ambition politique, contrairement à ce que, on faudrait parler de la guerre de Sierra Leone pour comprendre ça, mais je pense que le fait qu'il ait soutenu, qu'il ait eu des accords, éventuellement qu'il ait échangé des diamants, etc., alors que lui-même en produit dans son pays, etc. Bon, ce sont des pays riches, c'est ça qu'il faut se rendre compte, ce sont des pays riches. Et donc il y a des valeurs qui s'échangent, il y a des marchés, il y a une économie, ce sont des pays riches. Et d'ailleurs, si ce n'étaient pas des pays riches, ce ne seraient pas des pays en guerre. Mais ça ne donne, je ne pense pas que ça donne le droit d'accuser Taylor de dire que parce qu'il a soutenu Fodé Sanko politiquement ou même avec des échanges économiques, il est responsable des crimes commis par Fodé Sanko. Or, Fodé Sanko a eu la bonne idée de mourir avant son procès. Justement, le jugement n'a pas été aussi loin que les procureurs l'auraient voulu, justement, parce que cette idée de chaîne de commandement, finalement, n'a pas pu être prouvée. Oui, parce que c'est quelque chose de très rigoureux en droit international, principalement en droit pénal international, parce que dans de pareilles circonstances, il s'agit tout simplement de reconstituer les chaînes de commandement pour que chacun, selon son degré d'implication et son niveau de responsabilité, puisse avoir la sanction qu'il mérite. Parce que n'oubliez pas que la justice pénale internationale aussi a une vertu pédagogique, c'est-à-dire dans l'apparence même dont elle va se dérouler, il faut bien sûr qu'on sente cette exemplarité dans le cadre du respect des standards universels, donc de respect des droits de la défense. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais alors, quand même, il y a une petite nuance, c'est-à-dire en droit, c'est-à-dire si on déroule la chaîne de commandement, il y a ce qu'on appelle la complicité. Lui, il n'a pas été retenu, donc déclaré coupable, du fait personnellement, c'est-à-dire en tant qu'auteur principal de l'infraction, c'est-à-dire c'est pas Charles Taylor qui est reconnu avoir amputé ou avoir violé, ça, on est bien d'accord. Mais par contre, il a été condamné sur la base de la complicité. La complicité en droit, que ce soit en droit international ou en droit interne, c'est lorsque vous apportez aide et assistance, c'est-à-dire dans le jugement, il est dit qu'il lui est reproché d'avoir encouragé et d'avoir soutenu, donc en le faisant bien sûr et engagé sa responsabilité pénale. On y reviendra dans une petite minute, on va faire une petite pause, mais on revient rapidement donc pour la deuxième partie de notre débat. Restez avec nous.